Bonjour et bienvenue sur Codable.tv avec François Jolin. Aujourd'hui on va faire un nouveau Decodable sur les données du Covid et on va faire un Decodable exceptionnel puisqu'on va analyser les propos tenus de Jean Castex lors de son discours du 20 janvier. Pour ce faire, c'est donc un Decodable exceptionnel, on va analyser les propos du discours de Jean Castex et on va s'armer d'un site web que j'ai conçu spécialement pour le Covid, qui s'appelle covid.codable.tv, qui est une dashboard du Covid dans laquelle je mettrai régulièrement des graphiques avec leur mise à jour au fil du temps. Un épisode exceptionnel, générique exceptionnel également. À tout de suite. Père Castor, raconte-nous une histoire. Même deux histoires. Père Castor, mets tes lunettes et lis-nous tout. Alors on va essayer d'aller vite parce que comme vous avez pu vous constater, il y aura 6 fake news dit par Jean Castex dans son discours, ainsi que 6 contradictions, sachant qu'il a pris la parole avant Véran pendant 20 minutes, ça fait beaucoup en seulement 20 minutes, et il a réussi à tous les faire, donc nous on va prendre du temps pour tout débunker tout ça. On commence avec la première fake news de Jean Castex. Reflux. C'est très important car vous savez que ce variant Delta était plus dangereux que les variants précédents. Voilà, donc première fake news de Jean Castex, le variant Delta est plus dangereux que les variants précédents. D'où il sort ça, je sais pas, puisqu'il suffit d'aller voir ici, on peut aller voir la courbe d'hospitalisation, on est sur covid.codable.tv, je rappelle. Et si on regarde la courbe des hospitalisations, vous avez ici la vague du variant chinois, ici la vague que Didier Raoult appelle du variant Marseille 4 et du variant anglais, ici la vague du variant Omicron, et là, la petite vague qu'on a eue cet été, c'était le variant Delta. Donc, allez dire que le variant Delta est le plus dangereux des variants qu'on ait eu, alors que clairement, il est entre deux vagues énormes causées par des variants beaucoup plus préoccupants que lui. C'est une première fake news de Jean Castex. On continue. Ce virus n'a rien d'anodin. Il ne s'agit absolument pas d'une simple grippe. Un seul chiffre pour le démontrer, au cours d'une année normale, l'épidémie de grippe provoque en moyenne 10 000 hospitalisations sur toute la période de l'hiver. Avec Omicron, nous atteignons ce chiffre non pas en 3 mois, mais en 5 jours. Alors, cette fameuse comparaison avec la grippe. Ça doit être une erreur regrettable de Père Castor, qui a confondu en fait hospitalisation de la grippe et décès. Puisqu'une simple recherche Google permet d'arriver sur une page de l'Institut Pasteur, qui dit très clairement que la grippe, en temps normal, tue entre 10 000 et 15 000 personnes en France. Elle tue, elle n'hospitalise pas, elle tue. Les hospitalisations sont bien plus grands que ça. Castex a eu sa langue qui a dû fourcher en parlant d'hospitalisation au lieu de décès, et c'est pour ça évidemment qu'on ne peut pas comparer les chiffres de Jean Castex avec la réalité. Par contre, si on considère qu'il y a eu 10 000 morts de la grippe, on peut regarder combien y a-t-il eu de morts du Covid durant cet hiver, durant cette période hivernale qui est en train de se dérouler. Alors on peut aller vérifier ces données sur covid.codable.tv dans la catégorie décès. Si on va dans la catégorie décès, qu'on va tout en bas, ici, on a la courbe des décès en France. On va se mettre sur la période de Omicron, durant cette période hivernale, et ce que l'on voit, c'est que à peu près, vous voyez, il y a, on va dire, par jour, en moyenne, 100 à 150 morts du Covid par jour sur la période hivernale. Sachant que la période hivernale dure en moyenne 100 jours d'hiver, c'est-à-dire que le variant Omicron est en train de tuer entre 10 000 et 15 000 personnes durant la période hivernale. Exactement comme ce que le Pasteur indique pour la grippe. Par conséquent, c'est la deuxième fake news de Jean Castex. Oui, à l'heure actuelle, le variant Omicron tue autant que la grippe et est parfaitement comparable en termes de létalité et en termes de dangerosité pour notre pays. Place à la troisième fake news. Une personne complètement vaccinée a 4 fois et demi moins de risque d'attraper la Covid et surtout 25 fois moins de risque d'être hospitalisé en soins critiques, c'est-à-dire avec des formes graves par rapport à une personne non vacciné. Bon, ça c'est incroyable, il est encore dessus, je sais pas pourquoi, faudrait lui dire d'arrêter, parce qu'en fait, si on divise par 25 la chance d'être hospitalisé grâce au vaccin, il suffit de faire une petite formule mathématique, d'après l'efficacité du vaccin, pour qu'on retrouve en fait les 95% d'efficacité du vaccin. Donc quand Père Castor dit qu'on a 25 fois de chance en moins d'attraper le Covid en étant vacciné, il stipule que le vaccin a toujours, malgré vent et marée,
95% d'efficacité, ce qui évidemment est totalement faux. Une nouvelle fois, on peut aller sur covid.codable.tv pour aller regarder les graphiques. On va sur hospitalisation ou réanimation aussi, comme on veut. Et en fait, on a ce graphique-là. Ce graphique, peut-être un peu compliqué, les couleurs indiquent le statut vaccinal, bleu non vacciné, vert en cours, rouge deuxième dose, noir troisième dose. Les points, les traits remplis, c'est le pourcentage de personnes hospitalisées avec ce statut vaccinal, et en pointillé, c'est la population. Donc, ce que l'on voit actuellement, c'est que les non-vaccinés représentent, pareil, si on fait une moyenne sur les derniers mois, ils représentent 50% grosso modo, 45-50% des personnes à l'hôpital, sachant qu'ils représentent dans la population, pareil, si on fait une moyenne sur les derniers mois, on va dire 25%, avec une formule mathématique assez simple, on peut retrouver le ratio dit par Castex, par Percastor, et on se rend compte que Percastor nous a encore une fois raconté des histoires, puisque le ratio est de 1 sur 3. Ça signifie que le vaccin fonctionne, a quand même une efficacité, et que si vous êtes vacciné, vous avez 3 fois moins de chances d'être hospitalisé que les non-vaccinés. Donc on est très loin des 25% de Castex, et les 25% en fait prend l'hypothèse d'un vaccin avec de 95%. Ce qui évidemment n'est plus le cas. Place à la 5e fake news. Non vaccinés. Seuls 7% des adultes ne sont toujours pas vaccinés, et pourtant, ils représentent l'écrasante majorité des patients hospitalisés dans les services de réanimation. Bon, là aussi, c'est très classique, hein. Tous les médias propagent le même mensonge, qui vient du gouvernement, c'est l'écrasante majorité des gens dans les hôpitaux sont non vaccinés. Ce n'est pas du tout ce qu'on trouve dans les données, une fois de plus, de l'adresse, c'est-à-dire le graphique que je vous montre pour Codable, tous les graphiques proviennent de données publiques rendues par des institutions d'État comme l'adresse, comme l'INSEE, toutes provient en fait du site data.gouv.fr. Et encore une fois, c'est ce même graphique, on se rend compte que non, les non-vaccinés ne représentent pas l'écrasante majorité. Entre l'hospitalisation, ils représentent à peu près 45%, 50%. Avec la réanimation, je crois que c'était de souvenir un peu plus. Ouais, ils représentent un peu plus, effectivement, ils sont entre 50 et 55%. Et si on regarde les décès, ils sont entre 40 et 45%. Donc les gens non vaccinés à l'hôpital, que ce soit pour l'hospitalisation, la réanimation ou le décès, représentent 50% des gens à l'hôpital. Donc ce n'est pas une écrasante majorité. Ils représentent à peine la majorité, parfois moins dans certains cas, ce qui est quand même au-dessus de leur part dans la population, donc il y a une surreprésentativité des non-vaccinés à l'hôpital, ce qui montre encore une fois que le vaccin a une efficacité, mais ce n'est pas une efficacité spectaculaire, et vous pouvez retirer les non-vaccinés de l'hôpital, les hôpitaux resteront saturés, ils ne représentent pas l'écrasante majorité, loin de là. Faire progresser la vaccination des enfants de 5 à 11 ans, qui a démarré doucement. Même si je sais que beaucoup de parents hésitent encore, je veux leur dire que les autorités scientifiques sont très claires sur le bénéfice de cette vaccination. Alors là, il nous parle de la bénéfice de la vaccination pour les enfants. Encore une fois, on peut aller regarder les graphiques disponibles sur covid.codable.tv. Ici, on est pour les décès. Donc les décès, la tranche des enfants décédés est ici de 0,02% des enfants décédés des personnes, 0,02% des personnes décédées du Covid étaient des enfants. Pour l'animation et l'hospitalisation, c'est un peu plus, mais ça reste très anecdotique. Vous voyez, on est à 0,4% pour l'animation. Et si on regarde pour l'hospitalisation, on est à 0,3%. S'il y a encore des parents qui veulent faire vacciner leur enfant, on peut regarder ici la mortalité par âge pour 1000 habitants. En bleu, il y a la mortalité toute cause en 2019, et en rouge, il y a la mortalité du Covid en 2021. C'est pour 1000 habitants. Donc ici, si on est à 13, ça signifie ça signifie qu'une personne de 90 ans en France en 2021 avait 1,3% de chance de mourir du Covid. 1,3% de chance de mourir de Covid en France pour la classe d'âge la plus à risque du Covid. Pour celle des enfants, c'est ici. Alors vous voyez rien, c'est normal, il faut zoomer. Ah, on voit toujours rien, il faut peut-être encore zoomer un peu plus. Ah, toujours rien, on va continuer à zoomer. Ça y est, on voit. Et on voit que c'est de 0,01 pour 1000 habitants. Ça signifie que
un enfant en France a une chance sur 1 million. Je répète, un enfant en France a une chance sur 1 million de mourir du Covid. Donc on est en train de vacciner massivement des enfants qui ont une chance sur 1 million de mourir du Covid en France en 2021. Enfin, pour être tout à fait exact avec les données sur les enfants, il se passe quelque chose de nouveau si on regarde le graphique des hospitalisations, mais c'est également le cas aussi des réanimations, pas trop des décès. On s'aperçoit que depuis la fin de l'année, il y a une épidémie des enfants à l'hôpital. Alors qu'ils étaient protégés jusqu'à présent par le virus, ils se retrouvent être maintenant frappés par le virus Omicron. Alors savoir qu'est-ce qui a créé cette nouvelle vague d'épidémie, est-ce que ce sont le début de la vaccination, est-ce que c'est le variant Omicron, est-ce que c'est l'abandon de gestes barrières ou quoi que ce soit d'autre, on ne sait pas. Toujours est-il qu'il y a actuellement une épidémie, effectivement, d'enfants hospitalisés. Après, les enfants restent quand même, quand on rezoome sur le graphique, anecdotiques par rapport aux autres catégories d'âge hospitalisées, et je rappelle, en 2021, un enfant avait une chance sur 1 million de mourir du Covid. Place à la fake news suivante. Les simulations de l'Institut Pasteur ont montré que si nous n'avions pris aucune mesure, le nombre des entrées hospitalières au cours de ce mois de janvier aurait été 2 fois plus élevé, je dis bien 2 fois plus élevé. Alors là, comme vous avez pu voir, c'est à la fois une fake news, à la fois une contradiction, et tout ça venant d'un travail d'Institut Pasteur très bien fait. Le rapport, je l'ai trouvé, disponible juste avec une recherche Google, j'ai mis le lien en bas à droite. Le rapport, qui encore une fois, lui, est très bien fait, stipule effectivement, déjà il a été fait en juillet, que sur la vague Delta courant août, septembre, octobre, les mesures permettent, d'après les simulations et d'après des hypothèses, de réduire par 2 les hospitalisations. Quand on regarde de plus près les hypothèses, on se rend compte qu'il faut un vaccin efficace à 90% pour les hospitalisations, ce qui était peut-être le cas cet été avec le variant Delta et la très jeune vaccination des Français, ce qui est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Et il faut également un R0 de 2, alors qu'on sait très bien même que le variant Delta était en fait supérieur à ça. À l'époque où ils ont fait le dossier, ils n'étaient peut-être pas au courant, c'était qu'on peut voir fin juillet. Déjà rien que le variant Delta était supérieur à 2, le variant Omicron, lui, serait plutôt entre 6 et plus. Donc les hypothèses qui ont été prises par ce rapport ne sont plus vraies, ça veut pas dire que le rapport est faux, c'est-à-dire que le rapport était dans des hypothèses précises, d'ailleurs je vous laisse lire l'encarté disant clairement qu'il faut faire très attention avec la simulation de l'épidémie parce que on ne maîtrise pas tous les paramètres. D'autre part, même si ce rapport a des hypothèses qui ne sont plus vraies, ils avaient un résultat que je ne trouve pas déconnant, qui est même décevant en fait. Je ne sais pas pourquoi Castex le montre comme étant quelque chose d'incroyable, dire qu'en prenant toutes les mesures nécessaires et en vaccinant la population, on divise par 2 les hospitalisations, c'est très réaliste, mais c'est décevant. C'est très décevant, juste par 2. C'est-à-dire, avec toutes ces mesures, toute cette vaccination, on divise juste par 2, et à condition d'avoir des hypothèses qu'on n'a plus actuellement. C'est décevant, c'est la science qui est comme ça, c'est-à-dire, elle ne vend pas du rêve, la science, et là, effectivement, l'Institut Pasteur a dit dans les meilleures conditions, on pourrait diviser par 2. Bon, il se trouve qu'on les a même pas, ces conditions à l'heure actuelle. Et plus grave pour Castex, c'est qu'il se contredit, puisque si on revient un peu plus loin... Et surtout, 25 fois moins de risques d'être hospitalisé en soins critiques, c'est-à-dire avec des formes graves, par rapport à une personne non vaccinée. Il nous parle d'un vaccin qui divise de 25 fois le risque d'hospitalisation. Donc comment peut-il nous parler de son vaccin imaginaire qui divise de 25 fois le risque d'hospitalisation, et après, une nouvelle fois, Père Castor vient nous raconter des histoires en disant « Oui, mais c'est très bien parce que l'Institut Pasteur a dit que c'était divisé par 2 ». Comment est-on passé de diviser par 25 à diviser par 2 dans le même discours, sans que ça n'émeut personne? Sachant que la réalité, évidemment, plus près de l'Institut Pasteur et de ses modélisations, on divise par 2. Alors on vient de rentrer dans les contradictions. Contradiction numéro 2. On ne le dira jamais assez, la vaccination a changé la donne. Oui, la donne. Et les mesures de freinage prises le mois dernier ont été tout aussi utiles. Nous sommes massivement vaccinés et que nos vaccins restent extrêmement protecteurs. Oui. Donc là, c'est très classique. On voit ça aussi dans les médias partout. Tout est parfait. C'est vraiment le vaccin fonctionne, vous voyez, toujours à 95%. On a pris les bonnes décisions, ça a permis de freiner l'épidémie. Mais dans le même discours, il dresse la situation en France. A permis jusqu'à présent de faire face chaque jour à des arrivées toujours importantes de malades. Mais également dans notre vie quotidienne avec le nombre spectaculaire des contaminations dues au variant Omicron. Peu de familles
qui ont touche été toutes les épargnés. familles, bon, Cette vague exceptionnelle n'est c'est pas une vague terminée. exceptionnelle. Donc comment dans le même discours on peut dire tout ce qu'on a fait a parfaitement fonctionné et on garde un vaccin efficace, et décrire la situation en France qui est loin de prouver ses propres paroles. Place à la contradiction suivante. Pour freiner Omicron, pour le faire reculer, il faut d'abord que les personnes contaminées le sachent et s'isolent pour ne pas diffuser le virus davantage encore. C'est la base de la lutte contre toute épidémie. Alors, ce que vient de dire Castex est vrai, effectivement, c'est-à-dire c'est la bonne solution, parce qu'il y a mis plusieurs pays en place. Pour vaincre une épidémie, il faut éviter la contagiosité, et donc il faut tester, isoler les personnes, les soigner. C'est le moyen, on va dire, pour éviter une épidémie de se répandre, c'est de tester massivement les personnes pour être sûr de détecter ceux qui sont positifs, et faire en sorte que ceux qui sont positifs restent chez eux, et évitent à leur tour de contaminer d'autres. Maintenant, Jean Castex a un super outil à nous proposer dans ce topic. Nous disposerons très bientôt d'un nouvel outil, le pass vaccinal. Vaccinal, j'ai pas entendu test, mais on va attendre un peu. Concrètement, l'ensemble des Français de 16 ans et plus devront justifier d'un schéma vaccinal complet pour aller au restaurant. Donc voilà, donc plutôt dans le discours, il dit clairement qu'une bonne stratégie sanitaire, c'est de se reposer sur les tests à grande échelle pour être sûr que les gens savent qu'ils sont positifs et ainsi s'isoler. Et après, il nous propose un outil où il a carrément retiré l'incitation au test pour ne garder que les vaccins. Une belle histoire de Père Castor, nouvelle contradiction suivante. La transformation du pass sanitaire en pass vaccinal est une évolution nécessaire et cohérente. Très important, là, pour ceux qui n'étaient pas encore convaincus. Le pass vaccinal est sanitairement nécessaire et sanitairement cohérent. Place aux explications de Père Castor. Nécessaire si nous voulons préserver et amplifier notre couverture vaccinale, aussi bien aujourd'hui que demain, en cas de nouveaux variants. Donc là c'est magique, ça n'a plus rien de sanitaire en fait. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'il faut avoir un pass vaccinal ? Pour augmenter la couverture vaccinale. Et pourquoi faut-il avoir la couverture vaccinale augmentée ? On ne sait pas. En fait ce qui s'est passé, c'est un biais psychologique très très commun, c'est qu'on s'est fixé un objectif qui était louable, qui était de contrôler l'épidémie. On s'est fixé une stratégie, le haut commandement de l'Élysée s'est fixé une stratégie qui était de vacciner le plus de gens possible pour avoir une couverture vaccinale afin de contrôler l'épidémie. Donc la couverture vaccinale et la vaccination massive des Français a un but, c'était de contrôler l'épidémie. En cours de route, on s'est rendu compte qu'on n'arrivera jamais à cet objectif avec cette stratégie, c'est donc une erreur, et plutôt que de reconnaître son erreur et de changer de stratégie, on va faire un autre système qui va consister à dire que non, en fait, la stratégie qu'on a choisie était l'objectif dès le départ. C'est-à-dire qu'on n'est plus là pour contrôler l'épidémie, on est juste là pour faire vacciner les Français pour avoir une belle couverture vaccinale. Et contrôler l'épidémie, ça n'a jamais été un objectif, c'est plus du tout ça. Donc voilà. Donc le pass sanitaire est nécessaire parce que maintenant on souhaite juste avoir une belle couverture vaccinale, peu importe qu'elle contrôle ou non l'épidémie. Reste à savoir pourquoi est-ce qu'il est cohérent aussi. Elle est cohérente car elle assume de faire peser clairement la contrainte sur les non-vaccinés. Oui, donc là, c'est plus une contradiction, c'est un aveu, en fait, de la part du gouvernement. C'est-à-dire que c'est nécessaire parce que maintenant, on doit juste avoir une belle couverture vaccinale et rien d'autre. Et c'est cohérent parce que, vu qu'on avait commencé à emmerder les non-vaccinés dès le départ, et qu'on a continué à les emmerder en les privant de plus en plus de lieux, en raccourcissant le test nécessaire pour avoir un pass valide, en faisant payer ces tests maintenant, et maintenant en retirant carrément ce test du pass sanitaire pour faire un pass vaccinal, l'État reste parfaitement cohérent, puisqu'il a commencé par emmerder les non-vaccinés, et il continue à les emmerder tout au long de cette belle année qui va s'écouler. Donc c'est parfaitement cohérent. Alors pas d'un point de vue sanitaire, on ne cherche plus le sanitaire dans les explications du gouvernement, ça n'existe plus. C'est nécessaire parce qu'on souhaite avoir une couverture vaccinale inutile, et c'est cohérent parce que on a envie de faire chier les non-vaccinés et on continue dans le délire. Alors enfin, pour terminer, je vais vous parler d'un petit quelque chose qui me touche très à cœur, mais en ce moment, pour moi, on est en plein dans la double pensée de George Orwell. Alors j'ai ici ce qu'est la double pensée de George Orwell, qui est donnée par Wikipédia. La double pensée est un terme inventé par George Orwell, indiquant une capacité à accepter simultanément deux points de vue opposés et ainsi mettre en veilleuse tout esprit critique. Wikipédia plus loin en citant un passage du livre pour mettre en lumière cette fameuse double pensée que George Orwell avait très bien imaginée dans les dictatures. Son esprit s'échappa vers le labyrinthe de la double pensée, connaître et ne pas connaître, en pleine conscience et avec une absolue bonne foi, émettre des mensonges soigneusement agencés, retenir simultanément deux opinions qui s'annulent
alors qu'on les sait contradictoires et croire à toutes les deux. C'est exactement ce qui se passe actuellement, et Père Castor est de loin le maître absolu de la double pensée. C'est-à-dire, il met la double pensée à un niveau artistique, quasiment. Et donc on va finir cette vidéo là-dessus, sur 2 petites contradictions que Castex a mis dans son discours, et qui montrent à quel point c'est un génie de la double pensée. Le calendrier dans lequel nous pourrons, courant février, lever la plupart des restrictions prises pour freiner l'épidémie à la faveur du nouveau pass vaccinal qui entrera en vigueur lundi prochain. Là c'est très fort, c'est magnifique. C'est-à-dire que Big Brother lui-même prend des notes, il va lever les restrictions en ajoutant des restrictions. C'est vraiment magnifique. C'est-à-dire on lève des restrictions en imposant un pass vaccinal qui est une énorme restriction sur les Français. C'est du grandiose, mais il a fait encore mieux parce qu'on n'arrête pas les mettre comme ça. C'est enfin la confirmation que ce variant Omicron est certes beaucoup plus dangereux, mais clairement moins sévère que ses prédécesseurs. C'est de l'art, on est sur de la double pensée vraiment artistique. Tout ce qui suit avant était aussi des mensonges et de la double pensée, puisqu'il se contredisait lui-même dans ses chiffres, dans son même discours du 20 janvier. Là, il arrive à dire 2 choses totalement opposées dans une même phrase, ça passe tranquille, c'est nickel, vraiment il n'y a plus d'esprit critique dans ce pays, c'est incroyable. Et enfin pour terminer, le bonus de cette vidéo, pour ceux qui ne sont toujours pas convaincus par tous ces beaux chiffres de Père Castor, pour ceux qui ne sont pas convaincus par la logique irréprochable de Père Castor, en cette solde d'hiver a une réponse pour vous. Je vous annonce que nous allons permettre à celles et ceux qui feront leur première dose d'ici le 15 février de bénéficier d'un pass vaccinal valide à 2... Vous avez bien entendu, c'est les soldes au gouvernement. Pour un début de pass acheté, Père Castor vous offre le pass complet. Oui, le pass complet. Puisqu'on sait très bien que 1, 2, 3 ou 4 doses, ça revient au même. Pour une dose de vaccin injectée, vous avez un pass comme si vous en avez 2 ou 3. C'est les soldes ouverts par l'État, c'est les soldes élyséennes, profitez-en, mais attention, jusqu'au 15 février seulement. Voilà, c'est donc tout pour cette vidéo sur l'analyse du discours de Père Castor, qui nous a vraiment raconté plein d'histoires, on en a eu droit à toutes les sauces, c'était vraiment magnifique, c'est vraiment incroyable. Pourquoi est-ce que les décodeurs du Figaro, de Le Monde, de Libération n'ont toujours pas décodé cette vidéo, je sais pas, peut-être parce qu'il y a trop de matière à faire, ils sont en train de bosser dessus depuis des semaines. En tout cas, j'espère vous retrouver très bientôt pour un prochain épisode de Decodable. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site, à lire les podcasts, à lire d'autres vidéos. À très bientôt. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Bonne soirée, à la prochaine. Peut-on avoir un dragon chez soi quand reviendra gracieuse la Noël? Le loup